Bonjour, alors je suis Yann Bégaud, je suis neuropsychologue, je travaille au centre hospitalier spécialisé de la Savoie, je suis en psychiatrie adulte dans l'hôpital de jour et je travaille aussi à côté dans le secteur médico-social en foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé auprès d'une population avec déficience intellectuelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence et plus précisément de QI. À quoi ça sert et qu'est-ce que le QI mesure exactement? Tout d'abord, une petite histoire de QI. D'où ça vient et depuis quand on s'intéresse à la mesure de l'intelligence? Sans partir trop loin dans l'histoire, proche de nous, Alfred Binet s'était déjà intéressé à l'évaluation de l'intelligence, notamment pour l'évaluation des jeunes enfants à l'école qui étaient en difficulté d'apprentissage. On est ici en 1903, aux alentours pour l'an 1905, sur la photo. Le but étant du coup d'évaluer ces enfants pour les aider, leur proposer des apprentissages et des méthodologies adaptées à leur niveau de compétence. Plus tard, ce sont essentiellement des auteurs anglo-saxons qui ont pris la suite dans l'étude de la mesure de l'intelligence, au sens psychologique du terme, et notamment l'invention du terme QI nous vient de Stern, qui a parlé donc de rapport, de quotient intellectuel. À cette époque-là, on parlait donc d'un rapport entre l'âge réel, par exemple l'enfant a 8 ans, parce qu'il est né il y a 8 ans, et l'âge dit âge mental, qui correspondait à ce qu'un enfant de 8 ans était censé capable savoir faire. Et on faisait un rapport entre les deux, donc un quotient, d'où quotient intellectuel. On est ici en 1912, euh, un peu plus de 100 ans plus tard, le quotient intellectuel n'est en fait plus un quotient. On a gardé l'appellation quotient intellectuel parce qu'elle est populaire et parce qu'elle est comprise, mais les outils statistiques et mathématiques pour calculer le quotient intellectuel dit standard sont bien plus sophistiqués et bien plus complexes. Les outils qu'on utilise sont, pour les jeunes toujours ici, le WISC, la Wechsler Intelligence Scale for Children, donc l'échelle d'intelligence de Wechsler, et nous sommes à l'heure actuelle à la 5e édition. J'expliquerai pourquoi plus tard, il y a plusieurs éditions. Pour les adultes, on utilise la Wechsler Adult Intelligence Scale, donc l'échelle d'intelligence de Wechsler pour adultes. Nous sommes à la 4e édition, et il existe aussi d'autres échelles et d'autres tests qui permettent d'évaluer des QI, notamment le cas ABC, adapté pour les enfants, qui a la particularité d'avoir du matériel manipulable et très, très agréable pour les enfants à utiliser, mais aussi la Wechsler non verbale, qui est utile pour notamment les sourds-muets, plutôt d'âge jeune, mais aussi les gens qui ne sont pas de votre langue maternelle si vous faites passer les tests de QI. Parce que nous le verrons, les tests de QI prennent en compte l'aspect culturel. J'ai aussi indiqué ici la Letter 3, qui n'est pas un test de QI à proprement parler, mais qui est une des rares mesures qui permet d'avoir une estimation d'un quotient intellectuel chez les personnes en situation de très grande déficience intellectuelle, et qui est donc un outil qui, même s'il est malheureusement très peu utilisé en France, est intéressant dans le cadre de ma pratique professionnelle. Qu'est-ce qu'on évalue? Comment on évalue? Quand on évalue le QI, on n'évalue pas une performance pure. On ne peut pas déterminer si quelqu'un est intelligent en soi. On évalue si quelqu'un est intelligent par rapport aux autres personnes qui l'entourent. C'est-à-dire que on va vous classer, les éditeurs de QI, les gens qui font tous les calculs, qui établissent des normes, vous allez être mis dans une tranche d'âge qui correspond à un niveau de performance intellectuelle, et c'est par rapport à cette tranche d'âge que vous allez être comparé. Si vous avez 18 ou 20 ans, vous allez être à peu près dans la même tranche d'âge. Par contre, si vous avez 70 ans, on ne va pas comparer vos performances avec quelqu'un qui a 18 ou 20 ans. Vous seriez désavantagé, et ça, je l'expliquerai après. Enfin, la moyenne du QI, est arbitrairement fixée à 100. C'est arbitraire et elle est fixée. Ce n'est pas quelque chose que l'on évalue. Comme je vous disais, comme c'est une évaluation par comparaison par rapport à votre population, par exemple, vous êtes français,
on va comparer par rapport aux Français de même âge. Si vous êtes québécois, vous avez beau être de langue française maternelle, vous allez être comparé aux autres Québécois et non pas aux autres Canadiens. L'aspect culturel est très sérieusement pris en compte parce qu'il est nécessaire pour une évaluation sérieuse des compétences. Donc je vous disais aussi donc, que la moyenne est fixée à 100 et qu'il n'y a pas de différence significative entre les sexes qui a pu être mis en évidence après un siècle de recherche. C'est pourquoi il n'y a pas dans les catégories de population à laquelle on va vous comparer pour voir si vous êtes meilleur ou moins bon d'après le test de QI, on ne prend pas en compte savoir si vous êtes un homme, une femme ou une autre identité dans les calculs. Enfin, une chose à comprendre dans l'évaluation et le score qui vous est donné, on vous donne souvent un score, 100, 110, 80, 120, mais la réalité est que pendant l'évaluation, on donne un écart dans lequel vous avez le plus de chances de vous situer. Jamais on ne devrait vous donner, normalement, si vous faites un test de QI, 110. On vous donnera le plus souvent, le psychologue vous donnera un score du style entre, par exemple, 95 et 102. C'est-à-dire que lorsque l'on mesure des gens, des humains, l'exactitude n'est pas possible. C'est pourquoi on ne mesure pas, on ne donne pas un chiffre exact. Le QI ne vous donne pas un chiffre. On ne mesure pas non plus quelque chose d'unique. On ne mesure pas l'intelligence en soi, je vous l'expliquais, mais pour une raison simple, c'est que l'intelligence peut être décomposable en plusieurs sous-composantes. On parle de facteurs d'intelligence générale, pour parler de l'intelligence au sens général, mais dans la pratique, ce qui a été observé, c'est que plusieurs compétences, par exemple la compréhension verbale, la capacité de mémoire, capacité de mémorisation, la capacité à s'orienter dans l'espace, la rapidité de raisonnement, mais aussi la rapidité et la capacité de résoudre des problèmes nouveaux sont relativement indépendantes les uns des autres. Toutes ces capacités sont plus ou moins indépendantes les unes des autres et on peut avoir ainsi des points forts, mais aussi des points faibles, mis en évidence lors d'une évaluation par un test de QI. Dans le WISC 5, ceux que je vous ai donnés là sont, donc le WISC 5 c'est l'échelle d'intelligence pour les enfants, la plus récente et la plus utilisée, celle que vous verrez si vos enfants sont évalués par un test de QI. Il y a donc compréhension verbale, mémoire de travail, qui correspond à la capacité de créer des nouvelles informations, à assimiler de nouvelles informations, l'indice visuospatial, qui est votre compétence à vous orienter dans l'espace, à visualiser des choses mentalement aussi, mais aussi votre vitesse de traitement, à quelle vitesse vous réfléchissez, raisonnez, agissez, et enfin, le raisonnement fluide, qui est votre capacité de résolution de problèmes, que je disais précédemment. On peut catégoriser les sous-composants d'intelligence de différentes manières. On peut avoir plusieurs sous-composants, plusieurs indices, comme dans le WISC que je vous ai présenté ici, mais on peut aussi décomposer en deux catégories, un peu généralistes et un peu larges, mais qui ont leur utilité. Notamment, on parlera d'intelligence fluide et d'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide, c'est la capacité générale à résoudre des problèmes nouveaux avec des informations nouvelles, ou des choses auxquelles vous n'avez jamais été exposé. L'intelligence cristallisée, ça correspondrait plutôt à la capacité à utiliser des informations que vous avez déjà apprises, des choses que vous connaissez déjà. On pourrait ainsi dire que l'intelligence cristallisée correspondrait à l'expertise sur un sujet et l'intelligence fluide à comment résoudre un nouveau problème. Et je reviens donc à cette histoire de catégorie d'âge. Au fur et à mesure que l'on grandit, puis que l'on vieillit, l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée ne changent pas de manière uniforme. Plus on vieillit, moins notre compétence en intelligence fluide est bonne, malheureusement. Mais notre compétence et nos compétences en intelligence cristallisée persistent et restent bonnes, en particulier lorsqu'elles sont utilisées. C'est pourquoi, même dans le cadre du vieillissement non pathologique, si vous n'êtes pas malade, vous allez conserver un certain nombre de compétences intellectuelles, même si vous pouvez par exemple être plus lent,
vous serez toujours capable de réfléchir à des sujets que vous avez déjà vus au cours de votre vie. Enfin, ça explique aussi la manière dont l'on mesure le QI, pourquoi le QI est stable tout au cours de la vie. Si on vous donne un écart entre, par exemple, 105 et 110 de QI à 18 ans, quand vous aurez 80 ans, vous aurez toujours très probablement entre 105 et 110 de QI. Comme vous êtes comparé à votre classe d'âge, votre QI, vos performances au test peuvent être plus faibles, mais votre QI restera le même. Je parlais de baisse, d'augmentation de QI par rapport à l'âge, et il m'a paru intéressant de parler de l'effet Flynn. L'effet Flynn, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par James Flynn, un chercheur qui travaille beaucoup sur ces questions-là, et qui a montré un accroissement des scores au test de QI, jusque dans les années 90 et depuis les années 40. Un accroissement des scores, c'est-à-dire que les enfants évalués, les adultes évalués au test de QI obtenaient des scores de plus en plus hauts. On a donc eu, je vous ai parlé du WISC 5, on a commencé donc par le WISC 1, ou WISC tout court. Et à chaque étape, le WISC 2, le WISC 3, le WISC 4, puis le WISC 5, les scores des populations à laquelle on vous comparait, lorsqu'on vous faisait passer un test de QI, changeaient. Entre autres, pour s'adapter à cet effet Flynn. Cependant, cela indique donc que les gens qui ont passé des tests de QI sont devenus meilleurs à passer des tests de QI. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus plus intelligents, seulement que le test de QI était mieux réussi en général par l'ensemble de la population. Je vous ai dit que cet effet a été observé jusque dans les années 90 dans la quasi-totalité des pays occidentaux et qu'il s'est arrêté depuis et que dans certains pays occidentaux, ils ont même régressé. On aurait une baisse de QI. Encore une fois, il faut se poser la question, une baisse de QI, est-ce que cela veut dire une baisse de l'intelligence générale de la population ou plus simplement une baisse de la réussite aux tests de QI qui ne sont qu'une évaluation de l'intelligence générale. C'est-à-dire que vous êtes comparé à votre population, un groupe de référence, et que ce groupe de référence a des performances différentes. Est-ce que l'on est devenu plus intelligent? Est-ce qu'on est en train de devenir plus bête? Probablement pas. Probablement que les tests de QI restent à développer et à étalonner encore une fois. Pour finir, je vais vous parler d'applications pratiques et de l'intérêt des tests de QI. C'est une mesure fiable, utile et je dis fiable parce que c'est qui a l'intérêt et la qualité d'être meilleur à juger de l'intelligence au sens commun d'une personne. C'est-à-dire que le QI est un excellent prédicteur, notamment des réussites scolaires, de la réussite scolaire d'un enfant. Si vous êtes un adulte et que vous faites un test de QI et que vous avez déjà une bonne carrière, il y a peu de chances que le test en lui vous apporte des informations que vous n'avez pas déjà sur qui vous pensez être. Cependant, pour un enfant, ça peut être un très bon prédicteur et ça peut aussi amener à avoir, comme Alfred Binet l'avait souhaité, des enseignements adaptés et des méthodes d'apprentissage adaptées à ses compétences, qu'ils soient en déficit ou en efficience intellectuelle. Dans le cadre clinique, dans le cadre de mon travail, l'évaluation des compétences intellectuelles de mes patients me permet d'adapter mes prises en charge en fonction de leurs points forts et leurs points faibles. Notamment, si vous avez un déficit d'attention à l'âge adulte, il peut être mis en évidence, ou par exemple un déficit de mémoire, il peut être encore une fois mis en évidence, et au regard de vos autres compétences, on verra si vous avez un déficit spécifique dans une de vos compétences, qui sous-tend l'intelligence, ou plutôt une bonne efficience dans une des compétences dont j'ai parlé tout à l'heure. La chose à retenir aussi, et ce sera ce sur quoi je vais finir, c'est que les tests de QI restent des outils toujours en développement. Si les modèles théoriques qui sous-tendent la compréhension de l'intelligence sont à l'heure actuelle assez solides, on ne peut pas dire non plus actuellement que l'on a encore tout compris à l'intelligence et que les évaluations sont parfaites.